Merci d'être venus nombreuses et nombreux, voire très nombreuses, très nombreux, pour cette conférence intitulée « Redonnez-nous l'espoir ». Donc, rendons-nous l'espoir, je ne sais plus même comment ça s'appelle. Bon, bref, pour vous mettre en joie et puis pour nous mettre dans l'ambiance, on va commencer par les goguettes. C'est pas mal, non? Bon, voilà. Donc, on demande d'applaudir. Avec une création originale. Oui, une création originale, oh là là là, oui. Alors, vous n'allez pas être déçus, puisque merci de nous recevoir et de nous demander de chanter pour démarrer cette conférence. On a donc écrit une petite goguette pour la circonstance. On n'est pas sûr que ça vous rende l'espoir. En tout cas, moi, ça ne me rend pas beaucoup espoir dans notre carrière, on va voir. Mais en tout cas, vous allez voir que c'est plein de finesse. C'est pourquoi nous avons repris une chanson d'Elmer Footbeat. C'est parti. C'est la caissière de chez Leclerc. Je suis à 2 doigts de conclure l'affaire. Ça fait des plombes que je veux la voir. Mais y a un gonze qui lui tient le crachoir. Il entreprend sur ses heures sup. Sur son planning, son temps de récup. C'est qui ce mec-là, je vous le demande. C'est Ruffin qui marche sur mes plates-bandes. Et la caissière de chez Leclerc. Et la caissière de chez Leclerc, François, il a du savoir-faire pour flatter les prolétaires. Et la caissière de chez Leclerc, dégoûté, j'ai lâché l'affaire. Je suis allé voir ma fromagère, puis que j'ai flashé sur ses pâtes molles. Je me mettrais bien à la colle, mais je me suis encore fait doubler. Ruffin est en train de l'interviewer. Vas-y qui fait des stories avec elle. Je suis encore bon pour tenir la chandelle. La fromagère qui vient de Munster. La fromagère qui vient de Master. Elle se retrouve en trend sur Twitter. J'ai l'air con avec mes 3 followers. C'est la fromagère qui vient de Munster. Ça continue. Ah, mon petit cœur, ça a fait mal. J'en ai fait un malaise vagal. À l'hosto, des jolies infirmières m'ont tout de suite tiré d'affaire. Alors je suis prêt à lever de la caille. J'entends que ça cause conditions de travail. Dans le couloir, je vois ma copine, mais y a Ruffin qui la baratine. L'infirmière de la salpêtrière. L'infirmière de la salpêtrière. Putain, Ruffin, il est partout. Il va encore me casser mon cou. La poissonnière sur la canebière. La maraîchère de Toranglière. Comment qu'il a trop d'empathie. Et c'est Billy qui en pâtit. La savetière du Loir-et-Cher. La boulangère devant la gare routière. Moi je préférais la gauche caviar. Au moins on était peinard. Avec la caissière de chez Leclerc. Merci. Voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure. Bon, à toi, François. D'abord, mes premiers mots sont pour remercier toutes les personnes du CRHA qui nous permettent aujourd'hui d'être ensemble et de faire passer nos idées directement sans avoir à passer par les médias dominants. Donc, grand merci à toutes les petites mains invisibles qui permettent cette rencontre. Merci à la fanfare tout à l'heure aussi. Merci aux goguettes parce que ce sera mon seul message presque, c'est il faut de la joie. Il faut de la joie. Vous savez, c'est un auteur allemand, Sebastian Haffner, qui décrit l'Allemagne des années 30 quand il était alors jeune étudiant et qui dit finalement l'Allemagne a basculé dans le nazisme moins par la volonté militante de quelques-uns que parce que des millions d'Allemands sont tombés en dépression. Et je pense que la dépression est quelque chose qui aujourd'hui contamine le pays et c'est presque notre premier ennemi. Quand je faisais campagne en 2017, je disais mon premier adversaire, c'est bien sûr la finance, mais c'est surtout l'indifférence. C'est l'abattement, c'est la résignation, c'est le découragement dont on sent qu'il contamine le cœur des gens et
que quand on le combat, eh ben, c'est comme si on s'enlisait dans un marécage. Et quand Gilles m'a dit bah, « Viens redonner l'espoir », je dis « C'est sympa ». Parce que déjà, même quand ça va à peu près, quand même, la gauche est quand même la spécialiste de « ça va pas, on fait que perdre, il n'y a rien qui va ». Et encore, c'est rien, parce que demain, ça sera pire à l'avenir. Bon. Mais là, entre le climat et Gaza, l'extrême droite en Europe, la guerre en Ukraine, les médias Bolloré, le resserrement de la liberté, le gavage d'une poignée, bon, viens redonner l'espoir, François. D'abord, puisque on est au Glières, j'ai en mémoire le petit rire de Maurice Criégel-Valmérimont, qui est l'un de mes héros, qui était l'un des 3 responsables, de 3 hauts dirigeants de la résistance armée française, et qui me disait, je lui disais, bah voilà, on est abattu, ça va pas bien, il y a de la résignation. Il me disait, bah, enfin bon, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je me souviens, en 1942, on est en prison à Lyon, il y a Raymond Aubrac à l'intérieur de la cellule, il y a Serge Ravanel, on est 7 dans une cellule tellement minuscule que quand il y en a un qui veut se retourner, tous les autres doivent le faire en même temps. Je ne sais pas si ça va durer 6 mois. Et il me dit, mais à ce moment-là, si j'avais dit à mes copains, dans 2 ans, Paris sera libéré et sera libéré par les Parisiens eux-mêmes, ils auraient ri. Mais si je leur avais dit, dans 2 ans, il y aura les retraites, il y aura la sécurité sociale, il y aura la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance, ils m'auraient envoyé à l'hôpital psychiatrique aussitôt sorti de l'usine. Donc c'était, et tout ça avec le petit rire de Maurice, et évidemment c'était l'espoir qu'il voulait allumer. J'ai posé la même question à peu près à Cynthia Fleury, donc philosophe, qui me disait ceci en réponse. Il faut une éthique de l'espérance. Il existe une sorte de dynamo intime qui relie courage et confiance. La confrontation avec le malheur, qui est une vérité que nul ne peut nier, mais le découragement permanent, la lassitude mélancolique, produisent de l'érosion chez l'individu. Il est parfois important d'avoir une sorte de voile, non pas qui t'illusionne, mais qui te focalise sur un point où tu vas pouvoir t'appuyer, même si bien évidemment il est insuffisant. Mais tu t'appuies là-dessus, et tu sublimes ça, car il faut que tu tiennes. Nous avons besoin, pour conduire nos existences collectives et individuelles, de sublimation d'une espérance. Et au fond, c'est à une sorte de gymnastique que je vous convie aujourd'hui, et je pense que c'est une gymnastique qui est quasiment à pratiquer tous les matins, une gymnastique de l'espérance qui consiste à voir le verre au quart plein ou au 10e plein, mais de le voir de cette manière-là. Et je voudrais aborder ça, évidemment avec à l'esprit la citation de Gramsci sur l'optimisme de la volonté allié au pessimisme de la lucidité, et donc dans les 2 heures qui viennent, de faire primer l'optimisme de la volonté sur le pessimisme de la lucidité, mais avec à l'esprit, pour moi, la nécessité de desserrer le « c'est comme ça ». Le « c'est comme ça » est sans doute la pire des phrases. Le « ça » qui renvoie au « ça » dans une espèce de tautologie, le cercle qui est fermé, il faut regarder la réalité en face, la réalité ne renvoyant qu'à la réalité, et on se trouve enfermé à l'intérieur. Et il s'agit de se desserrer ce « c'est comme ça » de la résignation en disant que ça n'est pas partout comme ça. Je reviens d'Espagne et je suis allé en Espagne volontairement pour y chercher une espérance et l'importer en partie en France, que ce n'a pas toujours été comme ça. Je faisais référence au Conseil national de la résistance, ou qu'il y a des luttes locales qui rouvrent un imaginaire, ou qu'il y a des œuvres qui, elles aussi, rouvrent un imaginaire et nous permettent de sortir du « c'est comme ça ». Mais de manière plus générale, je voudrais qu'on analyse la situation présente, notre époque, avec ce qu'elle contient en fait de possible et d'un optimisme de la volonté. Quel moment nous vivons sur le plan idéologique? Gilles le disait, je suis venu un paquet de fois au Glières et je pense que je suis venu dans des moments où sur le terrain des idées, le débat était beaucoup plus resserré qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que Gramsci parle d'un temps de détachement de l'idéologie dominante. Je pense que c'est ce que nous vivons. À savoir que des mots comme concurrence, croissance, mondialisation, compétitivité, marché, et ainsi de suite, qui étaient des mots qui fermaient le débat, qui étaient répétés en permanence par nos dirigeants politiques, économiques, ce sont des mots qu'aujourd'hui ils n'osent même plus prononcer, bien souvent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces mots n'enthousiasment pas, mais qu'ils angoissent.
Et il y a là, du coup, un refus populaire très profond de cette idéologie dominante. Gramsci nous dit, dans les temps de détachement de cette idéologie dominante, quand la classe dirigeante ne parvient plus à diriger, elle ne fait plus que dominer. Et elle recourt à la force de coercition. Je pense que c'est ce qu'on voit massivement, ce recours à l'illibéralisme, la réduction des libertés, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a deux forces en fait, qui se conjuguent. Il y a la force de coercition quand quelque chose se soulève et qu'il est nécessaire qu'on appuie dessus, mais de manière plus constante, plus courante, il y a la force de résignation. Si on regarde ce qui se passe depuis au moins 20 ans, on a une succession de moments où on voit bien que cette classe dirigeante ne parvient plus à diriger. Évidemment, le grand marqueur, pour nous, pour moi en tout cas, c'est le vote sur le traité constitutionnel européen de 2005, où on a 55% des Français, mais 80% des ouvriers, 71% des chômeurs, 67% des employés, donc un vrai vote de classe, qui viennent dire non à la concurrence libre et non faussée, non à la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. Donc c'est un refus très clair de la direction du cap qui est donné par les élites de notre pays. Et il se trouve que là, on a du coup une démocratie sans démos à partir de ce moment-là, voire contre le démos, puisque pour les élites de notre pays, il s'agit de continuer à aller dans la même direction, mais c'est une direction qui, au fond, a subi un refus qui est très clair, qui est très net. Et depuis, on a des crises en cascade et qui, je pense, s'accélèrent. On a d'un côté Nuit debout pour, on va dire, les éduqués du supérieur des centres-villes, mais en rebond, on a le mouvement des Gilets jaunes dans les France périphériques, les France des ronds-points, les France populaires de nos campagnes. On a le mouvement des retraites, on a le mouvement des agriculteurs, et tout ça respire un désir d'autre chose, que aussi le monde qui nous propose par l'obsession de la concurrence, l'obsession du marché, l'obsession de la compétitivité, ne parvient plus non seulement à nous offrir une espérance d'un au-delà, de quelque chose qu'on aurait à partager ensemble, mais en plus que ça ne garantit même pas la stabilité. Je veux dire, ce sont des existences qui sont rendues de plus en plus instables. Mais par exemple, il y a des marqueurs. Le marché de l'électricité, aujourd'hui, est un marché qui fait que très concrètement, pour les gens, sur leurs factures, mais pour les artisans, pour les commerçants, pour les industriels, pour tout le monde, le marché qui fait des bons dans un sens introduit du chaos, introduit de l'instabilité dans les existences. Quand on a des pénuries de médicaments qui sont multipliées par 7 en 5 ans, de la même manière, c'est que le marché du médicament ne fonctionne plus. Et je pense que les gens ressentent très profondément que le marché ne marche plus. Et en sens inverse, il peut y avoir un certain nombre de propositions qui sont les nôtres, qui rassemblent très largement. Quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes pour la taxation des super-profits ? On a 88% des Français qui sont pour la taxation de ces profits. Je peux vous dire que si j'étais venu il y a 10 ans, avant Merci Patron et compagnie, on n'aurait pas eu ces scores-là à donner. Est-ce que vous êtes pour l'indexation des salaires sur l'inflation ? 92% des Français qui sont favorables à l'indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce que vous êtes favorable au référendum d'initiative citoyenne ? 80% des Français qui y sont favorables. Est-ce que vous êtes favorable à la police de proximité ? 95%. Est-ce que vous êtes favorable à réformer l'IGPN ? On est encore à 76%. Donc, sur un certain nombre de réformes progressistes, économiques, sociales, voire sociétales, il y a une majorité qui est possiblement en notre faveur. Mais je le vois, moi, sur même des sondages qui apparaissent comme étant moins politiques. Quand on demande aux Français quelle est la maison que vous voulez, est-ce que vous voulez une maison avec jardin, un espace confortable et là, on a 76% des Français qui répondent ça. Est-ce que vous voulez une maison high-tech connectée ? On est à 14% des Français qui répondent ça, et on a 2 tiers des Français qui considèrent que c'est inutile. Or, pourtant, c'est la direction dans laquelle ils nous entraînez, le high-tech. Quand on demande aux Français, est-ce que vous pensez que vous préféreriez ralentir ou accélérer ? 2 tiers des Français, même 76% des Français, répondent qu'ils souhaitent ralentir dans leur existence. Et vous avez un quart qui disent qu'ils souhaitent accélérer. Alors que le système nous dit qu'il faut toujours accélérer, 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 et accélération est un maître mot de la Macronie. Sur le plan écologique, quand on demande aux Français comment vous pensez qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on va s'en sortir par des nouvelles technologies qui vont nous permettre de résoudre la crise climatique,
c'est une petite minorité qui répond ça, on est à un quart à peu près, quand la très vaste majorité répond que c'est par des changements dans la société, c'est par des changements sociaux qu'on va y parvenir. Donc, ma conviction est que, sur le plan idéologique, nous avons au fond, depuis 20 ans que la bataille est menée, nous avons remporté la bataille. Même j'en discutais ce midi avec Dominique Bourg. Auparavant, je ne sais pas si vous voyez, le Cercle des économistes à Aix-en-Provence publiait des bouquins très régulièrement, des bouquins néolibéraux pour dire que voilà, c'était le marché, la concurrence, la mondialisation, tout ça était très bien. Maintenant, non seulement il ne publie plus, on a du vide en face de nous, mais quand il publie, c'est pour reprendre nos concepts de planification, de protection, et ainsi de suite. Donc, la bataille idéologique est gagnée. La difficulté que nous avons, c'est que, nous en avons deux, mais une première difficulté que nous avons, c'est que l'orientation de la société ne repose pas que sur les idées. Elle repose avant tout sur les intérêts. Et évidemment, il y a des forces constituées, les grandes entreprises, les firmes, le grand patronat, les 500 fortunes, qu'on les appelle comme on veut, mais qui ont intérêt à nous faire poursuivre dans la même direction, même s'il y a une très large majorité des Français qui refusent cette direction-là. Et la deuxième difficulté que nous avons, et je vais insister là-dessus, c'est la traduction politique de cette majorité idéologique possible. Et c'est là que nous avons un souci. Je dis, sur les 2 dernières décennies, comment je lis politiquement les 2 dernières décennies. Et ça se conjugue avec l'histoire idéologique au fond. On a un bloc central libéral qui, auparavant, avait, je dirais, le luxe, l'opportunité de pouvoir se diviser en deux pour produire une alternance sans alternative. C'est-à-dire, c'était l'UMP, le Parti socialiste, et puis ça passait de l'un à l'autre. Je ne nie pas qu'il y ait des nuances entre les deux, mais en gros, sur la concurrence, sur le marché, sur la mondialisation, il y avait un accord, grosso modo, entre les 2 forces majeures, centrales du pays. Ce bloc central s'est rétréci sous les coups que j'ai énoncés, le traité constitutionnel européen, de la désindustrialisation qui fait que des pans des classes populaires ont décroché du bloc central, et ce qui fait qu'ils ont dû se réunir autour d'un candidat unique, qui a été Emmanuel Macron en 2017. Je dis le candidat chauve-souris, vous savez, parce que c'est regardez mes ailes, je suis un oiseau, regardez mes pattes, je suis un rat. Donc il y a et de droite et de gauche. Mais, bon, je sais comment se faire applaudir, en tout cas c'est en disant du mal de Macron, d'accord. Espoir, espoir. Et qui fait, ce bloc central se rétrécit aujourd'hui de manière accélérée. Pour quelle raison? Simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais il ne garantit pas la stabilité. Il ne garantit pas la stabilité que les gens puissent s'inscrire dans la durée pour leur travail et puissent vivre de leur travail. Vous savez, vous posez cette chose simple, que les Français, tous les habitants de notre pays, puissent vivre de leur travail, bien en vivre, pas en survivre, et bien le vivre. Et évidemment, vous avez une majorité écrasante qui est avec vous. Au fond, quand Macron est arrivé au pouvoir en 2017, je me demandais s'il ne ferait pas ce qu'a fait Mitterrand en 1983. C'est-à-dire que Mitterrand est élu à contre-courant de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'en 81, quand il est élu, la vague socialiste, la vague autogestionnaire, la vague keynésienne est déjà sur le recul. C'est déjà Friedman et Hayek qui dominent dans les esprits, et c'est Thatcher et Reagan qui vont faire souffler sur l'Europe un vent libéral. Et Mitterrand, bon an, mal an, et avec son cheval de Troie, Jacques Delors, envoyé à Bruxelles, devient une force d'accompagnement de ce glissement-là, dont on peut considérer qu'il y a eu un peu de résistance dans la nuance, que ce n'était pas exactement Thatcher et Reagan, et ainsi de suite, mais enfin bon, il fait son virage, l'ouverture d'une parenthèse libérale en 1983. Je me demandais si, au fond, Emmanuel Macron ne ferait pas la même chose. C'est-à-dire que, bien qu'il soit le petit-fils de Reagan et Thatcher, eh bien, il n'opérerait pas un retour de l'État, parce qu'au fond, il y a tel vide néolibéral désormais que c'est l'une des directions qui était prenable. Et de fait, je considère qu'à travers les crises qui ont été les nôtres, à savoir la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, la guerre en Ukraine et le retour de l'inflation, Emmanuel Macron a opéré un retour de l'État. Maintenant, il faut voir quel retour de l'État il a opéré.
Comme il refuse un État stratège, comme il refuse un État qui pense l'avenir, il nous fait en permanence un État qui bricole, un État qui bidouille, et non pas un État qui construit pour demain. Et donc, il y a de fait un retour de l'État, notamment par les subventions accordées aux entreprises, il y a un grand retour de l'État, mais ce n'est pas un État qui prépare véritablement l'avenir et qui nous prépare, je vais y revenir, à la principale crise. Mais quand il dit, dans le cœur de la crise Covid, déléguer à d'autres notre alimentation, notre santé, notre protection est une folie, il indique qu'il y a un vide idéologique de son côté et qui se raccroche à une conception du protectionnisme. Quand il nous dit qu'il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, je connais très bien mon Macron de gauche, il dure 30 secondes. Donc, ben voilà, il acte que en fait, le travail est la vertu essentielle dans notre pays. Ceux qui tiennent notre pays debout, ce sont les travailleurs. Il acte, ça ne dure que c'est oublié dans les semaines qui suivent, mais il pose ça. Quand il acte qu'il y a des biens essentiels qui doivent échapper au marché, il montre le vide qui est de son côté. Et donc, ce sont des gains idéologiques de notre côté. Et du coup, pourquoi ce bloc central libéral se rétrécit? Et je dis, moi, on me dit, François Ruffin, il cherche à reconquérir les électeurs du Rassemblement national. Tout ce que je pourrais prendre, j'irai le chercher. J'irai le chercher avec les dents, j'irai le chercher avec conviction, j'irai le chercher. Mais ce que je considère comme prioritaire à viser, ce sont les particules qui, en accéléré, décrochent aujourd'hui du bloc central libéral, qui ressentent qu'il n'y a plus de stabilité qui est assurée pour eux, qui sont dans l'angoisse pour leurs enfants, et qui, du coup, quittent ce bloc central libéral, et je le dis, en ce moment, le quittent à vitesse accélérée. Par quoi sont-elles aimantées? Et c'est là qu'est mon inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas aimantées majoritairement par le bloc progressiste écologique de gauche, mais elles sont davantage aimantées par le bloc nationaliste autoritaire d'extrême droite. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment faire renaître l'espoir là-dedans? Il faut de l'unité. Il faut de l'unité. Il faut de l'unité dans la clarté. C'est-à-dire que, franchement, si à l'avenir, on court aux élections d'après comme on court aux élections européennes, on voit très bien que ça ne va pas le faire. Que c'est une forme de suicide ou d'ouverture au pire. Donc il nous faut de l'unité, mais de l'unité dans la clarté, c'est-à-dire qui acte la rupture avec concurrence, croissance, mondialisation, compétitivité, marché et ainsi de suite. Il nous faut cette unité dans la clarté. Il nous faut cette unité dans la clarté contre quoi? Évidemment, il nous le faut, je dirais même plus contre le bloc macroniste, parce qu'il est en train de se désagréger de lui-même presque. Donc continuons à agir pour qu'il se désagrège, mais nous avons évidemment à agir pour choper ces particules, qu'elles viennent vers nous, et qu'on gagne le match qui est engagé avec le Rassemblement national. C'est là le grand match, il est engagé aujourd'hui. Je vous le dis, mon inquiétude. Je vous dis mon inquiétude d'une accoutumance à l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Je vous dis mon inquiétude pour l'avoir encore entendu ce matin dans une conférence à laquelle je me trouvais, où quelqu'un dit « Bon, bah, de toute façon, il faut bien voir que, vu que Marine Le Pen, il y a des bonnes chances qu'elle arrive en 2027, tout ce qui nous reste à faire, c'est constituer des petits groupes les uns avec les autres, et puis comme ça, eh ben, on sera prêt pour la résistance. » Moi, je ne me vois pas prendre le maquis tout de suite. Hein. Quelqu'un d'autre qui dit, ben voilà, franchement, je préfère pas être dans les listings de la police, parce que si Marine Le Pen elle arrive au pouvoir, elle aura mon nom dans les listings. Bon, je pense que de toute façon, tous nos noms, ils sont déjà dedans. Mais bon. Mais je sens cette accoutumance, y compris dans la gauche, à l'idée d'une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, et qu'on n'y pourrait plus rien, voire pour certains que, bon, bah, y a Mélanie en Italie, et puis, bon, bah, la vie continue. Je me refuse à ça. Je me refuse à cette fatalité. Vous savez, la crise de 29 a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais elle a débouché sur le New Deal aux États-Unis, elle a débouché sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité.
l'extrême droite n'est arrivée qu'une seule fois au pouvoir dans notre pays, ça n'est pas par les urnes, ça n'est pas par la victoire dans les urnes, c'est par la défaite de nos armées. Et ça n'a pas laissé des grands souvenirs dans nos mémoires. Il n'y a pas de fatalité. Je veux qu'on se dise qu'on est prêt à se bagarrer parce qu'il n'y a pas de fatalité. La crise, vous savez, en 1934, j'ai discuté de ça ce midi, en 1934, pré-coup d'État fasciste, le 6 février 1934, réaction derrière des syndicats CGT qui étaient plutôt proches du Parti socialiste, CGTU qui étaient plutôt proches du Parti communiste, qui se rassemblent place de la Nation, et des deux cortèges, ce sont deux cortèges séparés, qui crient tous les deux « Unité, 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 unité ». Et qui fait que Maurice Thorez va, évidemment, avec aussi les ordres de Staline qui lui sont donnés, mais passer d'un truc où on dénonce les hyènes socialistes à un front populaire qui est fait, y compris avec le Parti radical. Donc, il n'y a pas de fatalité dans notre histoire. Jusqu'à maintenant, la France a réussi à conjurer l'arrivée des fascistes au pouvoir dans notre pays par les urnes. Cette exception ou cette chose française doit perdurer et c'est notre responsabilité. Maintenant, je viens de dire contre quoi, mais ça ne suffit pas, et puis c'est pas comme ça qu'on va embarquer les gens, en vérité. Il faut qu'on se dise pourquoi faire. Pourquoi faire? Vous savez, moi je disais à un moment, vivre ensemble, c'est un truc qui me paraît vraiment... Jamais j'ai accroché au slogan « vivre ensemble ». Antoine de Saint-Exupéry disait « s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction ». Et c'est vrai qu'un couple qui se regarde l'un l'autre, franchement, ça devient vite chiant. Voilà, ça risque de tourner vinaigre, passer les premières semaines peut-être. Bon, donc il faut un projet commun. Le vivre ensemble, c'est pareil pour une société. C'est demander aux gens de vivre les uns à côté des autres de manière statique. Non, ce qu'il nous faut, c'est faire ensemble. Il nous faut faire ensemble. Il nous faut un horizon commun. Cet horizon commun, pour moi, il est simple à dessiner. Le grand défi que nous avons, c'est le défi climatique. Et ce défi climatique, il réclame qu'on fasse énormément ensemble. Si on veut transformer nos déplacements et que ça se fasse pour les passagers comme pour les marchandises largement sur le rail, c'est du travail, c'est du faire ensemble. Si on veut que dans l'agriculture, il y ait moins d'intrants chimiques, moins de mécanique, c'est du travail, c'est du faire ensemble. Si on veut en finir avec les 5 millions de passoires thermiques, c'est du travail, c'est du faire ensemble. Si on veut avoir un atelier de réparation par quartier et par canton, c'est du travail, c'est du faire ensemble. Et je pense que les Français, nous avons besoin qu'on nous fixe un cap, qu'on nous fixe un horizon, qu'on nous fixe un défi commun. Et je pense que le premier, le plus évident des défis communs que nous avons à affronter, c'est de tout faire pour juguler cette crise climatique et dans la mesure où elle va advenir, pour s'y adapter. Et puisqu'on est au Glières, Ambroise Croizat disait « s'unir, plus que jamais s'unir, pour donner à la France d'autres espoirs ». Et je pense que c'est le rôle qui est le nôtre. Je vous dis, enfin, sur... à mon sens, au-delà des mesures qu'on a proposées, l'état d'esprit qui doit être le nôtre. Je me souviens quand j'avais commencé à diffuser Merci Patron, j'avais eu des remarques des chefs de gauche, d'associations de gauche, qui m'avaient dit « mais c'est une farce !» Ben oui, c'est une farce. Et c'est comme si, parce qu'on était de gauche, le rire était interdit. Vous savez que c'est le nom de la rose, où le rire, c'est le diable, des fois, j'ai l'impression qu'à gauche, ça doit être pareil. Je pense qu'on a un état d'esprit à bouleverser pour passer d'une gauche rageuse à une gauche joyeuse, pour passer d'une gauche hargneuse à une gauche généreuse. On n'entraînera pas les gens avec nous en faisant la liste de nos défaites et de tout ce qui va mal et tout ce qui va aller encore plus mal demain, et en se déchirant les uns les autres et en ayant des échanges d'injures. Et il est évident que en se comportant de cette manière-là, nous ne sommes pas une force d'attraction, nous ne sommes pas une force d'impulsion, nous ne sommes pas une force d'espérance pour demain. Je terminerai en citant longuement Simone Veil avec un W, la philosophe qui s'était établie, qui écrit à propos des grèves ouvrières de 1936, puisqu'elle en était, elle était à l'époque à l'usine, elle écrit ceci. « Se tenir debout, prendre la parole à son tour,
Se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure, une joie sans mélange, joie de dire ce qu'on a sur le cœur à tout le monde, chefs et camarades, sur ces lieux où deux ouvriers pouvaient travailler des mois côte à côte sans qu'aucun des deux sache ce que pensait le voisin. Joie de vivre parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine, le rythme qui correspond à la respiration, au battement du cœur, au mouvement naturel de l'organisme humain, et non à la cadence imposée par le chronométreur. Bien sûr, cette vie si dure recommencera dans quelques jours, mais on n'y pense pas. On est comme les soldats en permission pendant la guerre. Et puis, quoi qu'il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission. Des souvenirs qui mettront un peu de fierté au cœur, qui laisseront un peu de chaleur humaine sur tout ce métal. Et elle conclut, il ne suffit pas de vouloir éviter des souffrances, il faut vouloir la joie. Et je pense que nous avons, à gauche, un devoir de joie, malgré tout. Merci à vous. Bon, merci François. On se fait une petite pause goguette et le temps que nos amis camarades nous rejoignent sur la scène et que je récupère une chaise de plus. Et vous êtes prêts? Ouais. Ok, on y va. Une chaise. Il faut rentrer une chaise. Ouais. Troisième. Merci à vous. Un grand merci aux goguettes. On les applaudit. Allez, allez. Merci. Merci. Merci à François Ruffin d'illustrer un peu notre concert. Merci beaucoup, oui. Ça va, ça se passe bien pour vous? Pas trop froid? Non. Excusez-nous, il y a un petit truc un peu urgent pour qu'on garde de bonnes relations avec la municipalité et les paysans du coin. Il y a une Toyota Yaris immatriculée DP 735 2A, ZA qui bloque les agriculteurs. Donc si vous êtes dans la salle, ça serait bien de bouger déjà de la salle et de bouger la voiture après. Voilà. Pardon. Une chaise. Ouais. Il y a une forte cassée lumière aussi. Et personnellement, moi, je vends une Mégane. C'est fait. Alors avant que ça termine en petites annonces personnelles, On va chanter une goguette. Une goguette et puis on est bien gonflé là. Merci François Ruffin. Mais alors il y a quand même une minorité à laquelle vous pensez trop rarement, Glières. Oui, on a bien regardé tous les comptes rendus de tous les rassemblements depuis le début. Il y a une cause qui n'a jamais été défendue et donc on vient réparer cette injustice. C'est la cause des PDG du CAC 40 et des grands actionnaires. Oui. Nous aussi, ça nous émeut qu'enfin on puisse leur donner la parole. Donc voici une goguette qu'on chante depuis quasiment le début de notre groupe, parce que ça fait un moment, nous on est fidèles à nos principes. Exactement. Et qu'on introduit en disant financiers, actionnaires de tous les pays, unissez-vous. Voilà. Vous l'avez déjà, bravo. Sur un air bien connu, ici, que j'espère que je vais bien jouer. Debout les nantis de la terre, debout ceux qui n'ont jamais faim. Le champagne coule dans nos verres, c'est le cocktail de la faim. Du buffet, faisons table rase, les toasts debout, debout. La plèbe patauge dans la vase, ils ne sont rien, restons tout. C'est la flûte finale, trinquons tous et demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain. C'est la flûte finale, trinquons tous et demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain. C'est moche, les gens en bleu travaillent. Franchement, les pauvres n'ont aucun goût.
Surtout les syndiqués Sudrail, qui en plus ont des poils partout. Oh. Préférons la beauté naturelle des dirigeants du CAC 40, qui eux ne sentent pas des aisselles et dont les mains sont Pas dégoûtant. C'est la flûte finale, trinquons tous et demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain. C'est la flûte finale, trinquons tous et demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain. Normalement, on a des flûtes de champagne. Financiers, actionnaires, nous sommes le parti des vrais travailleurs. C'est vrai. La terre n'est pas pour les sous-hommes, pas de place pour les brailleurs. Restez bien cachés dans nos usines à mériter ce qu'on vous paye et à picoler vos bibines, mais touchez pas à nos bouteilles. Tous ensemble. C'est la flûte finale, trinquons tous et demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain. C'est la flûte finale, trinquons tous et demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain. Merci, merci. Merci. Et à ce soir pour le spectacle intégral. François, tu veux ajouter un truc ou... Quand on demande à un politique s'il veut bien ajouter un truc, en général, il ne s'en prive pas. Donc oui, je veux bien. Non, ce que j'entends dans tous les témoignages de Suzy, de Céline, et ainsi de suite, c'est d'abord, si jamais il y a eu, par exemple, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, c'est parce qu'il y a eu un puissant mouvement d'en bas. Premièrement, les choses ne tombent pas d'elles-mêmes d'en haut. Et je dirais même si demain, il y a la gauche au pouvoir, avec des gens formidables, très humanistes, et ainsi de suite, qui tiennent l'Élysée, les ministères et l'Assemblée, je ne crois pas qu'il y aura grand-chose qui tombera si jamais le peuple ne bouge pas. Parce que derrière, il y aura encore le Sénat qui viendra dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura la Banque Centrale Européenne qui viendra dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura la Commission Européenne qui viendra dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura le FMI, l'OMC, les sondages, les médias et ainsi de suite qui viendront tous répéter « je crois que ça ne va pas être possible ». Et donc si jamais à ce moment-là, il n'y a pas le peuple qui bouge et qui vient dire « nous, on veut que ça soit possible », il n'y aura pas grand-chose, et ce ne sera pas seulement la faute de ceux qui sont en haut, ce sera parce que ça n'aura pas suffisamment bougé en bas. Donc c'est la première chose. Pour moi, il y a la nécessité de toujours bouger en bas, les urnes et la rue, hein. Dans ce que tu racontais, mais il y a aussi l'idée d'une coalition. Vous avez quand même réussi à faire que la gauche se reconstitue à l'Assemblée. C'est un chapeau. Bravo. Mais voilà, je veux dire, sans coalition. J'imagine que la NUPES du féminisme n'est pas plus simple que la NUPES tout court. Et que dans les associations féministes, il y a un certain nombre d'accords et de désaccords. Bien sûr. Mais vous avez réussi à vous dire, ça, nous en faisons un combat commun. Et parce que nous, associations, nous en faisons ensemble un combat commun avec des syndicats, eh bien, nous demandons aux politiques d'être à l'image de ça et d'être capables de s'unir en notre nom. Et nous vous mettons la pression pour ça. Bravo. Et sans coalition, on ne parviendra pas à grand-chose. Et évidemment, je fais le lien avec ce qui a été, pour moi, réussi l'année dernière sur le mouvement des retraites. Ce qui a été réussi, c'est 1, 2, 3 millions de personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois dans tout le pays. C'est-à-dire dans les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris et ainsi de suite, mais aussi Feuquières-en-Vimeux, mais aussi Rosières-en-Santerre, mais aussi des coins où on n'avait pas manifesté depuis des années et parfois des décennies. Donc un mouvement profondément ancré dans le pays. Pourquoi ? L'unité syndicale y a participé. L'unité syndicale y a participé. Alors après, je veux dire, poser sur la table. Moi, j'entends dans des familles politiques
que si le mouvement n'a pas pris, ça serait la faute des directions syndicales. Je le dis, je m'inscris en faux contre cette analyse-là, personnellement. Je n'y crois pas. Je veux dire que quand on est entré dans la grève sur les retraites, je sentais un climat de dépression dans le pays qui était puissant. Et au fond, j'ai écrit un petit bouquin, Le temps d'apprendre à vivre, pour pousser sur la question des retraites, mais j'étais très sceptique sur un mouvement de masse. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Vous savez, c'est Roosevelt qui disait il faut essayer quelque chose. Le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Donc nous devons essayer. On a essayé. Et des manifestations de masse, et en même temps, moi, chez moi à Amiens, j'ai vu, il y a 10 ans, quand c'était les manifestations contre la retraite Sarkozy, eh bien, il y avait peut-être 1 millier de cheminots qui étaient en assemblée générale pour discuter de on continue le mouvement ou on continue pas le mouvement. Pendant nouveau pacte ferroviaire et ainsi de suite, c'était des centaines de cheminots qui étaient là. Et là, il y avait 50 cheminots qui étaient là. Et ce n'était pas le choix les leaders syndicaux locaux, ils voulaient qu'il y ait plus de monde, mais ils n'arrivaient pas à mettre plus de monde là. Donc je considère que l'unité syndicale a participé à produire un mouvement de masse qui a réussi à être majoritaire dans l'opinion, 7 Français sur 10, majoritaire salarié, 8 Français sur 10, et même, vraisemblablement, on ne pourra pas le vérifier, mais le passage pour le 49.3 en témoigne, majoritaire à l'Assemblée. Voilà ce qu'ils ont marqué. Voilà, ils ont marqué que profondément, il y a un choix non démocratique, assumé du pouvoir, de passer par-dessus la très large majorité du pays pour construire ça. Moi, je le dis dès aujourd'hui, je le dis à côté de Sophie Binet, syndiquez-vous, syndiquez-vous. On n'arrivera pas, je ne crois pas, à une victoire de la gauche dans une société froide. Je pense qu'on peut parvenir à une victoire de la gauche s'il y a déjà un climat d'espérance qui existe. Ça veut dire que toutes les initiatives, qu'elles soient associatives, qu'elles soient municipales, évidemment il y a les municipales qui arrivent, et y compris dans le plus petit village, l'animation de la démocratie peut passer par ce temps-là. Ce mouvement du bas, et évidemment syndical, c'est une nécessité pour mettre la gauche à mouvement, pour potentiellement lui mettre la pression, pour qu'elle parviennent au niveau de responsabilité qui est celui qu'a réussi à atteindre dans leur diversité les organisations syndicales, qui sont parvenues à s'unir sur les retraites et qui depuis, avec des divergences qu'on imagine très bien et qu'on lit, mais parviennent à continuer à travailler ensemble. Je pense que c'est un modèle pour nous. Je pense que c'est un modèle pour la gauche. Et quand je vais en Espagne, comme je l'ai été la semaine dernière, enfin, je reviens hier en fait, je rencontre les 2 syndicats principaux espagnols, l'UGT et le CCO, avec 2 traditions différentes, on dira CGT, CFDT, pour faire bref, mais il est évident que pour que la gauche arrive au pouvoir en Espagne, les syndicats ont joué leur rôle à l'intérieur de ça pour dire allez voter pour des forces progressistes dans leur diversité, et pour que la gauche se maintienne au pouvoir bon an mal an, les syndicats continuent à jouer leur rôle avec le respect du rôle de chacun et ainsi de suite. Et évidemment, en Espagne aussi, les associations féministes ont joué un rôle important pour que la gauche soit au pouvoir et pour qu'elle porte des lois de progrès féministes. Je veux dire l'importance pour moi de la coalition. C'est pas vrai qu'on va y arriver tout seul. Plus personne à gauche va y arriver tout seul dans ce pays. Donc il faut absolument qu'on trouve le chemin de l'unité, de l'unité, de l'unité, de l'unité dans la clarté, c'est-à-dire dans l'unité avec un projet de transformation. Alors moi, la question, je m'adresse à M. Ruffin, par rapport à ce qui se passe à Gaza. Ce génocide perpétré, c'est vrai que c'est pas de l'espoir, parce que c'est difficile d'avoir de l'espoir quand on voit tous les jours les gens massacrés. Donc voilà, je voudrais avoir votre position là-dessus, s'il vous plaît. Merci. On va dire d'abord, évidemment, cessez le feu tout de suite, cessez le feu immédiat, cessez le feu comme on le réclame maintenant depuis plus de 6 mois. Que si la France voulait, la France pourrait. Si la France voulait interdire la participation des athlètes
israéliens, ou du moins qui arrivent sous des bannières neutres et sans hymne aux Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris, la France pourrait en faire la demande au Comité international olympique, comme ça va se faire pour les athlètes russes. Si la France voulait, elle pourrait demander à rompre l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. Si la France voulait, elle pourrait faire en son nom au Conseil de sécurité des Nations Unies une demande de cessez-le-feu immédiat. Si la France voulait, la France a encore un grand poids dans les instances internationales. On a besoin d'une France insoumise en Europe pour une Europe insoumise à l'ordre du monde. Je rencontrais hier l'ambassadeur de Palestine en Espagne, puisque l'Espagne va reconnaître l'État de Palestine, sans doute d'ici une quinzaine de jours, puisque l'Espagne est bien plus avancée que nous ne le sommes pour réclamer avec force un cessez-le-feu, en compagnie de l'Irlande, de la Belgique, de la Norvège, et c'est qu'avec un peu de honte, voire beaucoup de honte, que notre pays n'appartient pas à cette pointe avancée pour la paix, mais apparaît bien davantage en retrait. L'ambassadeur de Palestine en Espagne me disait « Il ne s'agit pas, et je ne vous demande pas de mener un combat pour les Palestiniens, je ne vous demande encore moins de mener un combat contre les Israéliens, mais je vous demande de mener un combat pour l'humanité. Je vous demande de mener un combat pour vous-même, un combat qui fasse simplement qu'il n'y ait pas un fossé entre les paroles et les actes quand l'Europe prend la bannière des droits humains. » Et il me semble que c'est tout ce qu'on réclame, c'est un combat pour l'humanité. De manière un peu bizarre, et je veux dire, je sais que c'est difficile à énoncer quand il y a des bombardements constants, quand les écoles sont détruites, quand les hôpitaux sont détruits, quand on a maintenant plus de 30 000 morts et que près de la moitié sont des enfants, quand les opérations se déroulent sans anesthésie, quand il reste des médecins sur place, quand on a une famine en cours à Gaza, quand on a eu 1 million de déplacés, on va les déplacer dans l'autre sens, et on voit la tragédie humanitaire, puisque je rencontrais aussi les responsables de l'UNRWA en Europe la semaine dernière, et on empêche très clairement Gaza d'obtenir l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Je veux dire l'espoir quand même. Je veux dire l'espoir quand même parce qu'il me semble que au moment où il y a la volonté de détruire un peuple non pas en tuant tous ses membres, mais de détruire un peuple en le privant de sa terre, de détruire un peuple en éclatant ses populations, de détruire un peuple en n'en faisant que des réfugiés dans des camps. Au moment où il y a la volonté de détruire avec ce peuple la culture qui est portée par ce peuple, je pense qu'au fond, ce qui se passe maintenant depuis des mois à Gaza renforce l'âme des Palestiniens, renforce la conviction qui est maintenant partagée dans le monde entier, à l'exception de quelques dirigeants, qu'il nous faut un État de Palestine. Et je pense que, au fond, c'est presque celui qui agresse, celui qui bombarde, qui va se retrouver affaibli, dont l'âme en tout cas est affaiblie par la violence et la brutalité qu'il met en œuvre. Bon, maintenant, comment tu vas faire face à l'Europe quand tu seras au pouvoir? La question ne peut pas se poser à comment tu vas faire, c'est comment tu vas faire aussi, comment nous allons faire tous ensemble. Je veux dire, s'il s'agit de transformer le pays, ce n'est pas quelques individus qui vont agir seuls. Il y aura besoin, je l'ai expliqué, d'une immense pression populaire. Je ne crois pas du tout... Ça y est, alors ça y est, c'est parti. Je fonctionne beaucoup par digression, mais c'est parti. Mais enfin, on est quand même dans le lieu de la résistance. Gilles a fait un film sur Ambroise Croizat. Comment on obtient la sécurité sociale? Tu me permets une digression? Je réponds ensuite. Comment on obtient la sécurité sociale? On l'obtient parce que
Il y a le programme du Conseil national de la résistance, c'est inscrit dedans, mais enfin, à chaque fois que la gauche a eu un beau programme, c'est rare que quand même derrière il se soit apparu dans les faits. D'abord parce qu'à ce moment-là, il y a une immense puissance dans le pays, celle des syndicats, celle du Parti communiste, qui met une pression sur les dirigeants. Et Ambroise Croizat peut mettre la pression à un démocrate chrétien qui s'appelle René Pleven, qui dit oui, c'est bien, la sécurité sociale, c'est une très bonne idée, mais bon, c'est bien, mais pour demain, parce que là, vous avez vu l'état du pays, on n'a plus de routes, on n'a plus de ponts, on n'a plus d'agriculture, on n'a plus rien, donc demain, oui, on y pensera. Mais Ambroise Croizat, il sait très bien que quand une fenêtre d'opportunité s'ouvre, dans notre camp, elle ne reste pas ouverte pendant des années, et qu'il faut immédiatement s'y glisser. Donc il lui dit, attention, vous avez 5 millions, je sais pas, il faudrait vérifier, de membres du Parti communiste à l'époque, la CGT, c'est la CGT qui doit avoir 5 millions de membres. 5 millions CGT. Ouais. Si vous voulez la grève générale, vous allez la voir. Bon, donc ça veut dire qu'il utilise en négatif ou en opposition la puissance des gens d'en bas. Ce matin, on me disait, est-ce que ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est du boycott? Moi, je veux bien faire tous les boycotts sur toutes les marques que vous voulez, mais quelle est l'organisation assez puissante que nous avons dans le pays pour mener un boycott de masse? Nous ne l'avons pas. Donc là, il y a la question de, quand Croizat fait ça, pression par le bas. Et en positif, puisqu'on le voit dans le film de Gilles, et puis pour avoir rencontré Michel Étiévent et d'autres personnes à l'époque, fait des reportages radieux dessus, il y avait de la construction par le bas en positif. Les premières caisses primaires d'assurance maladie, elles ont très concrètement été construites par des militants de la CGT qui ont pris la truelle, qui ont pris les parpaings et qui ont construit les premiers bouts de ces PAM. Et comme les salariés n'avaient pas du tout l'habitude, quand ils étaient malades, de pouvoir se faire rembourser et machin, eh ben c'est les militants CGT qui, dans les usines, allaient dire « Allez, donne-moi ta feuille et puis on va te faire rembourser tes soins ». Donc, sans le bas, on ne l'aurait pas fait. Mais si jamais il n'y avait pas eu, en amont même de ce programme du Conseil national de la résistance, si ça n'avait pas été du déjà là, je crois beaucoup au déjà là. Vous savez, le déjà là, c'est un concept porté par Bernard Friot qui dit que, ben voilà, il y a du déjà là socialisé, il y a du déjà là de notre utopie, finalement, dans le présent, il y a déjà de bouts de déjà là, et notre objectif, c'est d'étendre le déjà là. Mais s'il n'y avait pas eu déjà du déjà là dans la sécurité sociale, s'il avait proposé ça, Ambroise Croizat, il se serait fait traiter de fou. Qu'est-ce que la sécurité sociale? C'est une utopie réalisée. Mais elle est devenue réalisable, elle est devenue imaginable par Ambroise Croizat et imaginable par le pays tout entier parce que pendant un demi-siècle, il y a eu des caisses de solidarité dans les usines, il y a eu des mutuelles, il y a eu des fédérations de travailleurs qui ont contribué à mettre ça en œuvre, qui fait qu'il y avait du déjà là et qu'on a pu dire aux Français, ben voyez, ce qui existe déjà pour un tiers des salariés, on va maintenant l'étendre à tout le monde. D'où la responsabilité que nous avons de créer du déjà là. De créer du déjà là dans nos villages, de créer du déjà là dans nos associations, de créer du déjà là dans les syndicats, parce que l'objectif de demain, c'est de pouvoir étendre ce qui est là à titre expérimental, ce qui est là en petit, de pouvoir dire, si ça existe, quand l'an dernier on pose des vacances pour toutes, avec des députés écolos, communistes, socialistes et insoumis, si on porte ça, c'est au nom du déjà là, en disant, mais regardez, l'Allemagne, ils ont le train à 49 €, pourquoi nous, on n'aurait pas le train à 49 € par mois en illimité? Poitiers, ils ont la possibilité d'aller à la mer gratuitement ou pour 1 €. Pourquoi ça ne serait pas vrai pour tous les Français? Et à partir du moment où il y a des déjà là, à partir du moment où il y a une expérience qui marche, il est beaucoup plus facile d'aller voir les Français et de leur dire « Regardez, ça existe là et nous, on va l'étendre au pays tout entier. » Sur l'Union européenne, tout ça n'était qu'une parenthèse, restez pas coincés dedans. Sur l'Union européenne, je pense qu'il faut prendre un dossier. Il faut prendre un dossier et le mener jusqu'au bout, le mener avec un affrontement dont on sait qu'on aura un soutien populaire de masse. Il y a 2 dossiers possibles. Je pense qu'il ne faut pas multiplier les fronts. Il faut en gagner sur un front. Je pense par exemple au marché de l'électricité. Le marché de l'électricité, ça rend tout le pays instable. Ça paraît complètement fou que, alors qu'on a une électricité qui est produite par des centrales nucléaires et des barrages hydroélectriques, puisqu'on est dans la région, mais en France, que ça soit consommé en France très largement cette électricité, que néanmoins ça soit un tarif de marché sur le prix du gaz de la centrale la plus chère. Enfin, ça n'a aucun sens. Je pense que tout le monde perçoit que c'est une folie totale.
aller au bras de fer jusqu'au bout avec ça, y compris en lançant un référendum auprès des Français en disant est-ce que vous voulez sortir du marché de l'électricité et ainsi de suite, et voir que là-dessus on a 70, 80, 90% des Français qui sont pour ça, construire un bras de fer sur un dossier. Deuxième dossier auquel on peut penser, c'est ce qui se passe sur le fret ferroviaire en ce moment. On nous dit qu'il faut plus de marchandises sur les rails, et qu'est-ce qui est en train de nous demander l'Europe? De supprimer la SNCF fret ferroviaire. Je pense que ça apparaît comme complètement une folie. Eh bien, je pense, voilà, il s'agit de porter le bras de fer sur un dossier pour moi, et à partir du moment où on aura montré, en allant chercher les alliés, pour moi, la principale faute de François Hollande sur le plan international, c'est qu'il arrive en 2012, le premier interview qu'il donne international, c'est à la chaîne privée grecque pour dire ne votez pas Tsipras. Parce que c'est pas bien ce qu'ils vont faire, et ainsi de suite. Vous imaginez, un dirigeant de gauche, son premier mot d'ordre international, c'est de dire n'allez pas voter pour un truc de gauche. Et ensuite, quand Tsipras sera élu malgré Hollande plus tard, c'est de ne pas lui apporter de soutien, c'est de ne pas d'être à ses côtés. Je pense que la première chose à faire pour un dirigeant de gauche à l'époque, c'est d'aller faire la tournée Espagne, Italie, Portugal, Grèce, et y compris là où il y a des gouvernements de droite, pour chercher des alliés dans les pays latins, pour aller peser face à l'Europe du Nord, austéritaire. Il faut chercher des alliés en Europe. Je ne prétends pas que les choses soient simples. Je ne prétends pas que les choses soient simples, mais je pense qu'en revanche, il y a quand même des combats qu'on peut engager et qu'on peut gagner. Donc pour répondre sur le vote RN, vous savez, de toute façon, quand on est dans la position qui est la mienne, il faut être prêt en permanence à affronter des critiques diverses et variées et nombreuses. Si jamais on veut échapper à ces critiques-là, il y a juste le choix d'aller faire autre chose. Donc, pour moi, il est très clair que tout ce que je pourrais aller gratter au Rassemblement national, j'irai le gratter. Je ne serais pas élu si je n'avais pas eu cette mentalité-là en 2017. Maintenant, c'est aller le chercher dans la clarté. Je le dis comme ça, ma suppléante s'appelle Hayat Madboua. Elle n'est pas née en France. Et c'est un acte volontaire que dans des coins où, oui, Marine Le Pen fait quasiment la majorité dès le premier tour, c'est un acte volontaire de prendre Hayat, accompagnante d'enfants en situation de handicap, comme suppléante. Et quand je me bagarre sur les parkings des Whirlpool et que quand il y a la fermeture de l'usine, les premiers mots sont pour accuser les assistés, les réfugiés, les étrangers, évidemment, je me bagarre contre ça en disant mais qui est-ce qui vous licencie? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est le PDG? Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a qui sont montrés en permanence, qui sont à côté de chez soi, qu'on peut voir, et il y en a d'autres qui sont dans l'ordre de l'invisible. Et là, qu'est-ce que je fais? J'œuvre à rendre visible en arrivant avec la photo de leur PDG qui s'appelle Jeff Fettig, mais dont ils ignoraient jusqu'au nom, avec la photo de sa baraque qui est aux États-Unis à 5000 km d'Amiens, et où il y a une maison avec 17 chambres, accès direct à la plage, cours de tennis en extérieur, et ainsi de suite, pour que les gens comprennent de manière sensible, visible, qui a décidé de leur sort, et où va la plus-value, pour parler clair. Et donc, ce combat contre le Rassemblement national, non pas aller chercher les cadres du Rassemblement national, non pas de parler avec des dirigeants du Rassemblement national, mais aller parler, oui, quand il le faut, avec tous les électeurs du Rassemblement national, en retroussant les manches et avec clarté sur le fait que, pour moi, il y a le droit au travail, il y a le droit à la langue, il y a le droit au logement pour tous les habitants de ce pays, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, qu'ils aient des papiers ou qu'ils n'aient pas de papiers. C'est quelque chose que je porte avec clarté, mais malgré ça, je continuerai à chercher toutes les voies possibles pour qu'on gagne. Et voilà ce que je veux, moi, c'est qu'on conjugue le verbe « gagner » à gauche, quoi. Pour moi, il ne s'agit pas d'être dans le repli, de construire des bastions, d'avoir des citadelles, voire de commencer à prendre le maquis, mais de se dire qu'on est possiblement majoritaire aujourd'hui dans la société sur bien des points, et bien qu'il s'agit que cette majorité idéologique possible, cette majorité sociale qui est le camp des salariés, on le transforme en majorité politique pour avoir du progrès demain. Qu'on fasse le lien entre la rue et les urnes, qu'on fasse le lien, oui, entre la réalité dans laquelle on traîne parfois comme les pieds dans la gadoue avec le ciel des idées, et qu'on rouvre une espérance pour notre pays. Espérer, je terminerai là-dessus, mais espérer, vous savez, c'est esperare en espagnol, ça veut dire attendre. Évidemment, il ne faut pas qu'on attende. Il ne s'agit pas d'avoir un espoir passif,
mais d'avoir un espoir actif. Et je veux remercier toutes celles, Suzy, Valérie, Céline et Agnès, parce qu'elles incarnent, et je pense que vous êtes nombreuses dans cette salle aussi, à incarner un espoir actif, c'est-à-dire à être porté vers un idéal et à agir tous les jours. Je remercie aussi la traductrice de la langue des signes, parce que franchement, je vois ça, c'est du sport, quoi. Je terminerai. Je remercie le traducteur de la langue des signes aussi, puisque c'est comme au hockey sur glace, il y a un changement. C'est l'alternance. Je terminerai sur une phrase de Kropotkin qui disait « La colère fait les émeutes, seul l'espoir fait les révolutions ». Et nous avons pour devoir non pas seulement d'enregistrer le ressentiment, non pas seulement de transcrire le ressentiment, non pas seulement de porter le ressentiment, parce que le ressentiment qui n'est pas transformé par une alchimie, ce ressentiment ne vient pas dans notre camp. Nous avons le devoir tous les jours de transformer ce ressentiment, de transformer cette colère légitime, de la transformer en espoir. Merci à vous. Et à la fin, c'est nous qu'on va. C'est mou. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Merci à vous.